Nous voilà dans l'avant-dernière keynote de la journée avec Thibaut Guibal. Bonjour Thibaut. Bonjour Franck. Alors on a l'habitude depuis Pharmalstech à avoir ce baromètre digital depuis 2 ans maintenant, cette 3e édition. Donc ce baromètre digital, Thibaut va le présenter, mais ce baromètre qui est co-construit avec Atawao, ta société, et puis L3S que vous connaissez, le cabinet de talent management de Virginie Leu, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui fait tous les ans ce baromètre sur l'état de la transformation digitale en santé, donc dans les pharmas. Exactement. Voilà. Donc voilà, Thibaut, tu peux... Alors en fait, c'est la 2e édition. Mais 3e participation. 3e participation, et surtout le baromètre, effectivement, il est né lors de la première édition du Pharmalstech, puisqu'on avait discuté avec Virginie à ce moment-là. On avait partagé un constat qui est effectivement que les labos avaient parfois du mal à s'approprier le sujet du digital, à le positionner au cœur de leur stratégie. Et donc, avec Virginie, on a décidé de lancer ce baromètre pour justement régulièrement prendre le pouls des laboratoires pharmaceutiques et voir comment, effectivement, ils capitalisaient sur les opportunités que le digital pouvait leur apporter, comprendre évidemment les freins qu'ils pouvaient avoir, et puis surtout mettre en place des plans d'action pour qu'ils soient plus performants. Donc je suis ravi en tout cas de vous partager ces résultats. 2-3 chiffres avant de démarrer. Pierre en a parlé, vous en avez parlé avec Ipsos tout à l'heure. Le modèle d'engagement, il évolue. Il évolue forcément pour les professionnels de santé, mais il évolue également pour les labos dans leur interaction avec les professionnels de santé. Si on regarde les chiffres publiés par IQVIA, on voit que même si ça commence à aller mieux dans les hôpitaux, on n'est absolument pas revenu à un mix d'interaction comparable à l'avant-Covid, avec la part du face-face qui a fortement diminué et des médias digitaux, que ce soit le mail ou la visio, qui se sont développés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, les équipes terrain, notamment, mais les équipes pharma en règle générale, elles ont besoin de développer une agilité. Elles ont besoin de développer une agilité pour pouvoir continuer à être performantes dans les interactions avec les médecins. D'autant plus que les médecins, ils sont également de plus en plus exigeants. Ils sont de plus en plus exigeants dans le contenu que les labos vont leur apporter et dans la valeur qu'ils vont y trouver. On a fait une enquête avec Elsmi et Fabrice Ferret, que tu connais également l'année dernière, et on voit que dans les attentes prioritaires que les médecins ont vis-à-vis des labos, certes, il y a une information produit de qualité, mais elle arrive quand même assez bas après des demandes de services. Et des demandes de services qui peuvent être liées à de l'information, l'accès à la meilleure information scientifique, l'accès à une communauté entre pairs pour pouvoir continuer à échanger. Voilà, les labos ont plus de mal à voir les professionnels de santé. Les professionnels de santé ont plus de mal également à échanger entre eux. Et donc ils attendent un support des labos par rapport à ça. Et ils attendent également des soutiens pour les projets d'amélioration du parcours de soins, pour des supports personnalisés d'infomèdes performants autour des questions qu'ils peuvent avoir sur les produits. Donc c'est extrêmement important pour les laboratoires de s'approprier le digital, et c'est l'objectif du baromètre. Donc c'est sa 2e édition, c'est vraiment de mesurer leur capacité à s'approprier ces sujets, et une fois qu'ils se les ont appropriés, une fois qu'ils ont une vision par rapport à ce qu'ils veulent faire, être capable de les exécuter de façon qualitative. Donc on a à peu près 85 répondants qui ont participé au panel. On a des laboratoires de toute taille qui sont représentés. Et donc on essaiera de regarder un peu les résultats, notamment en faisant des focus sur les fonctions DG, marketing et digital. Le premier point, quand on demande au cadre de la pharma comment ils évaluent la maturité de leur entreprise sur le digital, alors ça a progressé par rapport à 2019, le Covid est passé par là, mais c'est encore estimé comme étant relativement insuffisant. Je pense qu'on le vit tous les deux au quotidien. La maturité digitale des labos, elle est assez, elle n'est pas homogène, elle est assez hétérogène. Si on a de plus en plus une vision qui se dégage, en termes d'exécution, ça pose encore pas mal de difficultés, et on voit du coup que les équipes marketing, elles sont assez sévères sur la maturité digitale des labos, et c'est souvent les équipes marketing qui opèrent ces projets. C'est particulièrement intéressant de voir que ce soit sur ces aspects communication ou sur les aspects services, c'est eux qui ont la vision la plus sévère de la maturité digitale des labos. En termes d'objectifs,
Ça, c'est assez intéressant. Quand on demande, par ordre d'importance, quels sont les objectifs digitaux que vous fixez, l'année dernière, c'était très disparate. Il y avait des DG qui avaient une vision assez orientée autour de la data, sur l'amélioration du parcours de soins, et l'aspect communication arrivait en troisième point. Le marketing qui était plus concentré sur son business, donc mieux communiquer, avoir des nouvelles idées marketing. Le digital qui était également sur ces aspects-là. Donc vous voyez, il y avait une disparité sur les objectifs attribués au digital. Avec 2020, le Covid a mis tout le monde d'accord. On s'est recentré sur les objectifs court terme, développer la digitalisation, que ce soit en interne ou en externe. Et également mieux communiquer avec les professionnels de santé et mieux communiquer en interne. Développer le parcours de soins, évidemment, également, ça s'est fortement développé et renforcé dans les réponses des participants. On a vu la création de la coalition Innovation Santé, qui aujourd'hui s'appelle Coalition Next. Amandine nous en a parlé ce matin, où l'objectif des laboratoires, c'est vraiment de se positionner à côté des professionnels de santé pour travailler sur une amélioration du parcours de soins. Ça, c'est la vision court terme. Si on demande au laboratoire de se reprojeter à moyen terme sur les missions que devrait porter le responsable du digital, ben, on voit que les disparités ou la divergence d'opinion, elle réapparaît. Et les directions générales, ils sont plus sur la construction d'une nouvelle offre avec un business model qui leur serait propre. Et l'aspect développement de services ou la mise à disposition d'outils performants arrive nettement après. A contrario, encore une fois, les équipes marketing qui ont des enjeux plus opérationnels sans doute, sont plus concentrées sur des nouveaux services, sur les aspects communication, notamment à travers des outils performants. Donc on voit que là encore, ça sera très important dans les mois qui viennent pour les équipes marketing, pour les équipes labo, les équipes de direction générale, de se réunir et de fixer véritablement une ambition. Où est-ce qu'on veut positionner le digital au sein de notre stratégie, au service de notre business? Est-ce qu'on est plus sur les aspects, est-ce qu'on veut travailler effectivement sur une offre spécifique, une offre de valeur différente de l'offre thérapeutique des labos auprès des médecins, ou est-ce qu'on veut vraiment se concentrer sur une prise en charge plus globale plus globale? D'ailleurs, peut-être une question sur cet alignement direction générale, équipe jusqu'au terrain. Hein. Moi, c'est une perception que je partage. Je crois qu'il y a encore des écarts d'alignement. Est-ce qu'on voit une augmentation de travaux, on va dire, d'alignement en interne, c'est-à-dire le CODIR s'empare du sujet de la digitalisation ou la transformation numérique de son modèle d'engagement et d'interaction? C'est quelque chose qui vraiment se cascade, ou c'est quelque chose qui finalement est bottom-up, qui revient par obligation de garder une activité, fait que ça remonte et que ça génère après des actions? Est-ce que ça a évolué, ça, ou pas? Est-ce qu'il y a des alignements un peu plus... En fait, je pense que ça a été peut-être un peu bottom-up au début, au début de la crise sanitaire. En réactif, ouais. On a été en réactif, on a mis en place des outils. On s'est souvent gardé de former les collaborateurs sur ces outils, qui se sont un peu retrouvés démunis, essayant de se débrouiller avec des Teams, des Viva, des Zoom, sans avoir été correctement formés. Donc ils ont mis en place des moyens d'interaction. Mais après, très vite, les laboratoires se sont rendus compte que les outils évidemment n'étaient pas la panacée, et qu'il était extrêmement important de réaligner tout le monde sur quels sont les contenus qu'on veut partager, et du coup comment on s'organise pour les partager, pour les construire et les cascader de façon efficace auprès des Il y a un réalignement sur des finalités d'engagement. Ouais. Comment on engage, comment on change notre modèle, notre go-to-market model, finalement, comment on réengage la discussion versus des discussions qui concernaient plutôt les outils, les canaux, l'activation de canaux et l'utilisation de canaux. Là, on sent qu'il y a un chiffre finalement pour revenir un peu plus sur des à tel point qu'en fait, les segmentations sur lesquelles on travaille beaucoup aujourd'hui, c'est aider les laboratoires à construire la segmentation autour des besoins des médecins. On l'a dit, on l'a vu, ils sont de plus en plus exigeants sur les contenus apportés. Pour que ces contenus soient satisfaisants, il faut qu'ils correspondent à leurs attentes propres. Donc il faut que les laboratoires soient capables de proposer des contenus spécifiques. Donc ça veut dire qu'il faut que les équipes marketing soient capables de construire des parcours clients spécifiques en fonction des profils des médecins.
Et ça se travaille, ça se travaille. Et il faut être également capable de passer d'une logique un peu de push. Hein, on a eu l'habitude les labos ont eu l'habitude de pousser des messages de façon relativement homogène sur l'ensemble des médecins, à des outils de pull où on va faire venir les médecins à nous et justement on va capter leurs attentes. Mais pour ça, il faut être capable de développer des compétences d'AdWords. Il faut être capable de développer des compétences autour des réseaux sociaux. Et il faut être capable d'embarquer les équipes terrain qui sont quand même en premier chef près des labos, près des professionnels de santé. Pardon. Mais clairement, en tout cas, aujourd'hui, ça bouge et c'est extrêmement important de les accompagner, d'accompagner l'ensemble des équipes sur ces sujets. Si on regarde également, tu parlais des équipes terrain. Les équipes terrain, que ce soit les équipes de visite médicale, ou des équipes de MSL, c'est quand même très largement des gens de contact qui se sont construits dans les rapports humains. Ils aiment ça. Quand on leur parle de l'impact de la crise sanitaire, quand on parle à l'ensemble du panel de l'impact de la crise sanitaire, clairement, ils vous disent, c'est pas une surprise, que le digital va rester pour longtemps, va avoir une part pour longtemps bien plus importante que celle qui était auparavant. Ils ont vu les bénéfices, je pense notamment au réseau de maladies rares où les délégués ont des très grands secteurs, ils ont vu les bénéfices. Si on demande aux forces de vente quelle est leur vision sur le digital à moyen terme, il n'y en a plus que 57% qui pensent que ce sera durable. Alors, ça reste une majorité, mais c'est quand même bien moins que les 80%. Et même, il y en a 29% qui disent « Heureusement, l'usage du digital est temporaire et va disparaître ». 4% de l'ensemble du panel uniquement pense ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fondamental d'accompagner aujourd'hui les équipes terrain, que ce soit les équipes de visite médicale ou les équipes de MSL, pour leur faire comprendre l'intérêt du digital, tout ce que le digital peut leur apporter. Ça les a aidés pendant la crise sanitaire, mais ça doit pouvoir continuer à les aider, continuer à augmenter la surface d'interaction. Il faut les aider à se former à ces nouvelles méthodes de travail, être capable d'avoir un discours plus agile en fonction des profils de médecins qu'on a en face de soi, en fonction des besoins, des attentes des médecins, et puis du coup être capable d'en tirer les bénéfices, parce que ce soit les équipes de visite médicale, à la fin, ils sont là pour développer la performance des laboratoires. Donc c'est extrêmement important de les accompagner. Je prends un parallèle qui est intéressant. Dans les années 30, quand le téléphone s'est généralisé, les commerciaux, les VRP, qui avaient l'habitude, avec leur sacoche, d'aller voir l'ensemble des commerçants avec lesquels ils travaillaient, à aucun moment, ils étaient assez perturbés de voir la place que prenait le téléphone et ils étaient un peu en stress par rapport à ça. Le téléphone a pris sa place naturellement et le digital va prendre sa place, que ce soit à travers des visios, des mails, mais également la mise en place de communautés, donc des outils et des usages différents. Ça a été bien dit ce matin d'ailleurs par l'atelier Ipsos aussi sur le fait que cette routine digitale, cet usage du digital, il est dans l'agenda des médecins maintenant très clairement, des professionnels de santé. Et c'est vrai que je constate aussi que dans le labo, il y a parfois un effet soufflet qui retombe en se disant la période est passée, on revient comme avant. Et justement, je pense que tous les dirigeants que je rencontre aujourd'hui sont plutôt sur le fait de comment faire pour ne pas voir ce soufflet retomber et de maintenir ce momentum d'engagement hybride, c'est-à-dire de refaire plus de face-face, mais également aussi d'être tout à fait capable de jouer avec la palette d'outils numériques et digitaux que peut utiliser un délégué dans le cadre des médecins qu'il voit ou qu'il ne voit pas d'ailleurs, et c'est tout à fait ça. Je pense que quand même il y a une prise de conscience en tout cas des directions générales sur le fait que rien ne reviendra vraiment comme avant, mais qu'effectivement on est maintenant dans un système, on va dire, complètement hybride. Il y a 55% des médecins qui pensent qu'à minima, on va aller vers une répartition équilibrée entre les échanges physiques et les échanges face-face et les échanges digitaux. Donc de toute façon, ça va être hyper important pour les labos de s'adapter et d'accompagner leurs collaborateurs pour qu'ils s'adaptent. Mais c'est pas uniquement un enjeu pour les forces de vente, c'est évidemment un enjeu pour les équipes marketing, pour les équipes médicales, d'être capable de construire une offre de service qui s'adapte aux différents canaux.
Si on regarde les facteurs clés de succès pour bien intégrer le digital à sa stratégie, c'est les mêmes que l'année dernière. Clairement, c'est le soutien du comité de direction. C'est une stratégie qui soit claire et formalisée, et c'est pas toujours le cas. Elle est rarement cascadée auprès de l'ensemble des équipes. C'est des processus de validation qui soient adaptés à un média chaud qu'est le digital. Des modes de travail collaboratifs, il faut casser les silos. Il faut avoir les bonnes compétences avec un bon recrutement, et il faut être capable de former les équipes et de bien les accompagner. Quand on demande au panel la performance de votre organisation sur ces facteurs clés de succès, et là on voit que le soutien du comité de direction il est très fort, et c'est un des éléments sur lesquels les laboratoires considèrent qu'ils sont les meilleurs. Et d'ailleurs, il a fortement progressé par rapport à l'année dernière. Ils ont progressé, même s'il y a encore pas mal de travail sur les processus de validation adaptés. Je pense qu'ils ont pris conscience que c'était important d'intégrer notamment les équipes compliance juridiques dans les outils de formation, dans les formations autour du digital, pour que les équipes comprennent de quoi ils retournent. Et puis également, on travaille tous pour aider les labos à avoir des modes de travail qui soient plus collaboratifs qu'avant. Là où on a du mal à s'améliorer en termes de performance, c'est sur le fait de proposer une stratégie qui soit claire et formalisée. Et c'est ce que tu disais, hein, en 2020, typiquement, il y avait une opportunité quand même assez importante, mais la soudaineté de la crise quelque part, a obligé les laboratoires à réagir de façon extrêmement rapide en proposant des outils. Et le fait de partager une vision et d'intégrer cette vision et de la partager avec l'ensemble des collaborateurs, ça a sans doute été négligé, et on travaille beaucoup là-dessus actuellement. Le recrutement, on va y revenir. On va voir qu'il y a une stratégie de recrutement qui est en train d'évoluer. Et également la formation des collaborateurs, l'accompagnement des collaborateurs. Et il y a encore certainement une marge de progression qui est assez importante. Les freins, quand on demande les principaux freins au déploiement d'une organisation digitale, c'est une mauvaise compréhension des enjeux. Qu'est-ce que le digital va pouvoir m'apporter? C'est lié évidemment à un manque de culture digitale des collaborateurs. Donc on voit que c'est évidemment extrêmement important d'expliquer, d'éduquer l'ensemble des équipes. Une fois qu'on les a éduqués, c'est fixer un cap, fixer une ambition pour le digital. Ça veut dire définir une stratégie digitale et la partager. Encore une fois, c'est le troisième frein qui est remonté. Et puis évidemment le problème de compétences digitales en interne, qui est un vrai problème. En termes de recrutement, il y a deux choses qui sortent, qui sont assez comparables, et en fait qu'on a du mal à faire évoluer. D'abord, on a un peu tendance à chercher le mouton à 5 pattes, avec des personnes qui vont avoir des compétences très fortes, à la fois en digital et en santé. Et on sait que le business des labos pharma, il n'est pas toujours bien compris à l'extérieur de l'industrie. Et puis surtout, comme on a une stratégie qui n'a pas été formalisée, on a du mal à identifier les compétences dont on a véritablement besoin. Donc il faut vraiment faire les choses dans l'ordre, hein, éduquer à la fois le comité de direction et l'ensemble de l'organisation sur qu'est-ce que le digital peut vous apporter. Sur cette base-là, fixer un cap et du coup acquérir les bonnes compétences. J'évoquais une nouvelle stratégie en termes de recrutement. Déjà, si on se concentre sur les labos de moins de 500 millions d'euros par an, on a 52% des labos qui disent qu'ils vont recruter des ressources sur le digital, contre 25% en 2019. Donc ça s'est considérablement augmenté, évidemment. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir le shift en termes de choix de recrutement. En 2019, 80% des labos indiquaient qu'ils allaient se tourner vers un recrutement ou qu'ils avaient recruté leurs ressources en externe. Parfois dans les télécoms, parfois dans la grande distribution, souvent dans des métiers B2C. Et on a vu que c'était pas toujours adapté, que ça pouvait générer parfois pas mal de frustration, parce que découvrir l'environnement des labos pharma générait un certain nombre de freins dans la réalisation des projets. Sur la dernière édition du baromètre,
on est passé à 50-50. Aujourd'hui, près de 50% des recrutements vont avoir lieu en interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est hyper important de mettre en place des programmes de formation. Je sais que tu en fais, on en fait également, pour aider les collaborateurs, que ce soit des collaborateurs souvent issus des équipes marketing ou médicales, à prendre des responsabilités sur le digital et à amorcer cette transformation. Quand je dis amorcer cette transformation, c'est faire tout le travail qu'on vient d'évoquer, c'est faire de l'éducation, aider les laboratoires à fixer une stratégie et commencer à déployer les premiers projets, que ce soit en termes de communication ou en termes de services. C'est hyper important et on a 55% des labos qui n'ont absolument pas ce type de formation. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire pour aider, parce que je pense que c'est vraiment la bonne façon de faire. Quand on veut aider les organisations à s'appuyer sur le digital en santé, je pense que c'est hyper important de prendre les premières ressources en interne. Pour poser les premiers jalons, faire la preuve de la valeur autour d'enjeux qui parlent aux équipes business, qui parlent aux équipes médicales. Et donc, si cette première marche, on l'a fait avec des équipes qui viennent de l'extérieur, je pense que c'est souvent un peu délicat. En revanche, et on l'a vu dans pas mal de grosses pharma récemment, une fois que les bases ont été bien portées, c'est extrêmement intéressant, effectivement, d'aller chercher des pros du digital qui viennent souvent d'autres industries et qui vont être capables de travailler sur des programmes qui soient beaucoup plus ambitieux en termes de data, en termes de communication push, en termes de stratégie web, en termes de stratégie de réseaux sociaux, commencer à travailler avec les digital opinion leaders, commencer à mettre en place des programmes de next best action où on va être capable de leverager les bons médias pour générer le plus d'impact. Voilà. Pour arriver jusque-là, il faut un vrai niveau de compétence digitale et là, à partir du moment où on veut atterrir sur ces niveaux-là, je pense que c'est important d'aller chercher à l'extérieur. Oui, ça c'est un bon commentaire et une bonne slide, c'est-à-dire qu'en fait, on a vu la pharma se doter de profils extérieurs, souvent des gens qui venaient parfois des GAFA ou du monde du digital, de la grande consommation, et les greffes ne prenaient pas tout le temps, c'est-à-dire qu'on arrive avec des ambitions du vouloir reproduire ce qu'on a fait quand on était chez Amazon ou autre. Alors c'est peut-être bien quand on travaille à la supply chain, quand on travaille sur des choses qui sont même si c'est réglementaire, sont quand même autour d'outils ou de techniques. Mais c'est vrai que pour ce qui est de la communication, de l'engagement de problèmes de santé, ça a généré un certain nombre de frustrations de personnes qui sont venues avec souvent un tapis rouge et puis arrivant en disant non, je peux pas faire ça, non, tu peux pas faire ça, non, tu peux pas dire ça, parce qu'effectivement on est dans une industrie qui est réglementée et qui est enchartée et qui ne peut pas tout faire. Pour autant, je pense que sur la méthodologie du digital, ce que tu disais, c'est-à-dire la capacité à maîtriser toute l'équation d'engagement, c'est-à-dire l'affluence scientifique en ligne, les interactions hybrides, digitales versus face-face, les réseaux sociaux, etc., peuvent effectivement contribuer à développer une image, une réputation et un engagement de manière différente. Donc ça on a vu aussi l'explosion des webinaires, du peer-to-peer, des interactions où la pharma a joué son. Donc ça, c'est des choses qui doivent être aussi s'appliquer dans un cadre qui est celui de la santé. Oui, absolument. Et c'est important de pouvoir justement travailler à terme sur l'ensemble de ces leviers pour être véritablement performant. Sur les greffes, j'ai repris le fil de ce que je voulais te dire, sur les greffes qui prennent pas, c'est clair. Et je pense que du coup, ça générait de la frustration à la fois au niveau des ressources qui arrivaient, qui se sentaient un peu bridés dans leur action. Et ça générait également un peu de frustration du côté des laboratoires qui voyaient arriver ces ressources, qui pensaient que tout allait se faire de façon absolument magnifique. Mais comme souvent on l'a vu, les stratégies n'étaient pas très claires, les niveaux d'attente n'étaient pas très clairs d'un côté, et de l'autre côté, la capacité à déployer des projets n'était pas évidente, ça générait une double frustration. Donc c'est vraiment important, c'est un maître mot, c'est avant de partir dans la mise en place d'une nouvelle organisation, c'est pourquoi on veut le faire et comment on le fait. Puis il y a une autre chose qui est frustrante pour des profils qui peuvent venir de l'extérieur, c'est simplement le fait que les moyens. C'est-à-dire que dans les industries pure player du digital, ou ceux qui ont des modèles bien éprouvés, les investissements dans le digital en matière de contenu, en matière de technologie sont juste énormes. La data science, ce qu'on appelle aussi le recrutement d'utilisateurs en ligne, etc. est très important, les stratégies push and pull.
Pour autant, dans la pharma, débloquer des budgets significatifs dans un nouveau modèle d'engagement hybride digital plus abouti est encore, on va dire, pas forcément constaté partout, hein, mais ça fait partie des interlocuteurs que j'ai dans le laboratoire de commencer à réfléchir sur ces budgets de setup pour pouvoir se mettre à niveau en matière de modèle d'engagement. Tu parlais d'acquisition, là, en fait, d'acquisition de nouveaux clients. C'est une opportunité majeure. Et c'est même un must-to-have maintenant. On le sait, on l'a dit déjà plusieurs fois aujourd'hui. Les jeunes médecins ont parfois tendance à se détourner de l'industrie pharma et de la visite médicale en particulier. Vous pouvez travailler vos personas, vous pouvez faire ce que vous voulez. S'ils veulent pas recevoir la visite médicale, ça va être compliqué. Okay, s'ils veulent pas interagir avec la visite médicale, ça va être compliqué. En revanche, l'information, ils vont aller la chercher. Ils vont aller la chercher sur les réseaux. Ils vont aller la chercher sur le web. Et donc, être capable d'identifier à la fois les interlocuteurs qui vont écouter, les plateformes sur lesquelles ils vont s'exprimer, les sujets d'intérêt sur lesquels ils vont travailler, c'est véritablement un levier pour les laboratoires pour aller chercher ces médecins avec lesquels ils ont du mal à interagir aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est pour le coup, ça peut être un déclencheur assez rapide dans la tête des patrons de labo pour se lancer sur ces programmes-là. Donc, les priorités, on les a assez largement évoquées. Donc, c'est évidemment comprendre les opportunités du digital en santé. Ça veut dire accompagner le comité de direction, mais l'ensemble de l'organisation sur ce que le digital peut vous apporter. Fixer une ambition digitale de votre organisation, ça veut dire, ok, vous avez une stratégie business qui est en place, qui est très claire pour vous, qui est très claire pour l'ensemble des laboratoires. Comment est-ce que je positionne le digital pour optimiser l'impact de ma stratégie business? Donc, quels sont les leviers que je vais activer? Et cette stratégie, cette ambition, c'est extrêmement important de la partager pour embarquer les équipes et faire en sorte que les équipes soient mobilisées également autour des projets digitaux. Et du coup, il faut mettre en place les conditions pour une bonne exécution opérationnelle. Vous avez les ressources ou vous n'avez pas les ressources. Vous avez les compétences ou vous n'avez pas les compétences. Mais si vous le faites à moitié, vous risquez d'avoir une exécution qui sera branlante. Donc, c'est extrêmement important de mettre en place le bon dispositif pour exécuter la stratégie opérationnelle et l'exécution opérationnelle des projets digitaux. Ça passe souvent par le développement des connaissances des professionnels de santé qui soient plus orientés autour de leurs besoins, autour de leurs attentes, autour de leurs difficultés, là où on sait que les pharma ont l'habitude de segmenter les médecins autour d'approches de file active, essentiellement. Associer l'ensemble des équipes, notamment les équipes terrain, au programme d'exécution en termes de digital. On parlait de connaissances des professionnels de santé. J'ai un patron de labo qui me disait on a une très bonne connaissance des professionnels de santé, mais on l'a pas validé avec les équipes terrain. Il avait conscience un peu du côté ubuesque de sa phrase, donc c'est très important de pouvoir les associer. Et puis, travailler sur les processus de validation. Et c'est pas évident, mais c'est un sujet qu'on aborde dans un think tank qu'on a créé avec Atawao qui s'appelle le Studio BU, où on regroupe les patrons de BU. C'est comment on essaie de passer d'un processus de validation à des processus de conception autour des projets digitaux. Je pense que c'est vraiment des points sur lesquels il est hyper important aujourd'hui de travailler. C'est que la façon d'opérer la communication de la pharma n'est plus adaptée à l'agenda de ses clients. Ouais. C'est-à-dire qu'elle doit être plus réactive, plus compétitive des modes d'information qu'ont les médecins aujourd'hui, en capacité à avoir toutes ces plateformes numérisées de Netflix qui leur permettent d'avoir à la fois sur les produits, sur l'environnement, des informations personnalisées sous forme de newsletter, de push notifications, de différents formats, et d'arriver finalement à rentrer dans cet agenda et d'avoir de la valeur ajoutée. Ça nécessite effectivement une refonte probablement des process et des façons de faire. Merci beaucoup Thibaut pour ces keynotes qui met en perspective, encore une fois, je crois qu'on l'a pas mal entendu aujourd'hui, l'évolution de l'agenda des professionnels qui s'adressent, que la pharmacie adresse. Et je retiens aussi que finalement, ne plus être dans l'hésitation, ne pas croire à l'effet soufflé. En tout cas, ça c'est quelque chose que la table ronde qui va suivre va pouvoir confirmer sur effectivement la pratique, la routine digitale des patients, des médecins, des pharmaciens et autres. Mais surtout, tu as aussi parlé
parler, insister sur le fait que l'acculturation, l'alignement des équipes de la direction générale jusqu'à la plus forte granularité de la société soit autour de ce projet de progrès sur l'usage plus fort du numérique. Et assumer le fait de devoir passer d'une industrie de produits à une industrie de services. Voilà, et d'être vraiment capable de se positionner comme un véritable partenaire. Voilà, plutôt customer-centric versus product-centric, enfin avoir un mix. Tu maîtrises le jargon parfaitement. Merci, merci Thibaut, merci Etawao, merci L3S pour cette keynote. On va juste vous redire que vous avez une question, ce qu'on appelle une poll live question qui va arriver dans quelques minutes sur les écrans. C'est des petits questionnaires que nos partenaires mettent en avant. C'est une question, ça prend 30 secondes pour répondre. Ça permet de faire des petits sondages en ligne. Et puis j'annonce la table ronde suivante qui sera modérée par l'illustre Jérôme Leleu, que tout le monde connaît, président d'Interaction Healthcare, et qui parlera dans quelques minutes, donc stay tuned, du médecin 2.0, pharmacien 3.0, patient 4.0, donc tous les nouveaux usages numériques en fait, du parcours. Et puis un petit dernier mot, pour ceux qui ont lâché que c'était mon anniversaire aujourd'hui, je remercie simplement tous ceux qui me l'ont souhaité en ligne, c'est très sympa. Bon anniversaire, merci, Franck. À bientôt.